Et d'un bras de fer diplomatique entre Tunis et Moscou. Tunis vient de recevoir enfin 30 000 doses du vaccin Sputnik V, une arrivée par vol Air France sur le tarmac de l'aéroport de Tunis-Carthage ce mardi 9 mars aux alentours de 16 h. La Tunisie qui a pris énormément de retard concernant cette campagne de vaccination, contrairement à ses voisins algériens et marocains. Le Maroc qui s'est procuré ce vaccin auprès de son partenaire chinois Sinopharm. 500 000 doses supplémentaires cette semaine arrivent au Maroc pour un total de 8,5 millions de doses. L'Algérie vient de recevoir également 200 000 doses supplémentaires par le même groupe chinois Sinopharm après 50 000 doses du vaccin Sputnik V et 50 000 doses d'AstraZeneca Oxford. Yeah, and actually, I just heard from my sister just before we went on air. She has just had her first jab of the AstraZeneca vaccine. Guess where she lives? Morocco. She's managed to get it in Morocco faster than my husband and I can get a jab here in the United States, which shows you that some countries are ahead of the curve on distributing the vaccine. Et cette semaine, on va se projeter dans le monde d'après, le monde de l'après-Covid. Qu'aurons-nous appris de cette crise, ou plus exactement, qu'aurons-nous appris en termes de gestion de crise? On va en parler avec vous, Thomas Gomard, bonjour. Bonjour, Émilie Aubry. Vous êtes le directeur de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, et vous venez de publier ce livre, Nos guerres invisibles, aux éditions Talendier. Alors, si l'on regarde tout d'abord ce planisphère et qu'on raisonne en termes continental, est-ce que dans le monde de l'après-Covid, on pourra dire que certains continents auront été meilleurs que d'autres en termes de gestion de crise? Très certainement. D'abord, évidemment, l'Asie semble mieux sortir de la crise que l'Europe, les États-Unis. Ça s'explique par le fait que l'Asie a une tradition de gestion de pandémie beaucoup plus poussée que les deux autres continents. En ce qui concerne l'Europe, on a une impression d'une Europe qui est dans des stratégies de stop and go. Et quant aux États-Unis, on est dans une sorte de choc sanitaire au regard du nombre de morts et en particulier en raison de la gestion par l'administration Trump. Donc ça fait des différentiels extrêmement importants entre ces trois grands continents. En ce qui concerne l'Afrique, on est dans une situation là peut-être moins critique que ce qui était craint au début 2020. Mais c'est très clair que cette crise a testé la force de gouverner de l'ensemble des systèmes politiques et que les résultats sont effectivement contrastés. Alors, puisque vous nous entraînez d'emblée, l'on s'en doutait, vers le continent asiatique, comment expliquer l'excellence de ces gouvernances et quel distinguo établissez-vous entre ce qu'on va appeler, pour aller vite, les régimes autoritaires du continent asiatique et les démocraties dans leur conception de la gestion de crise? Il y a ce primat donné au groupe sur l'individu, pour faire très simple. Et d'autre part, c'est beaucoup moins de réticence à recourir aux outils technologiques. Et ça, c'est quelque chose que nous constatons dans nos travaux depuis plusieurs années. On peut remonter par exemple à toute la théorisation de la technologie par quelqu'un comme Lee Kuan Yew, le Premier ministre de Singapour, qui en a fait un modèle d'efficacité. On parle beaucoup de résilience africaine. Est-ce que vous l'expliquez en partie par une gestion de crise qui, au fond, aurait surpris le monde, ou est-ce que pour vous, il y a d'autres facteurs qui interviennent? Et je mets de côté, bien sûr, le fait qu'on n'est pas au bout encore de cette histoire et qu'il nous manque sans doute un certain nombre d'informations concernant ce continent. Bon, la première chose, c'est que la bonne nouvelle, c'est qu'il y avait des perspectives très sombres début 2020 sur la situation en Afrique et que effectivement la situation en Afrique n'a pas été catastrophique. Il y a des très bonnes surprises sur la manière dont les campagnes de vaccination sont conduites. Je pense en particulier à un pays comme le Maroc. Et ensuite, il y a des facteurs comme la démographie, l'âge des populations, la température qui visiblement aussi a des incidences sur la propagation du virus. Mais il y a aussi une tradition de pandémie, de contrôle des pandémies. Cela étant, ça révèle aussi le déséquilibre extrêmement fort entre les dispositifs hospitaliers au sud et au nord de la Méditerranée. Au Mali, je crois qu'il y a 12 lits de réanimation. À vous écouter, on prend conscience de ce qu'est une culture de la gestion de crise qui existe bien sûr sur le continent asiatique, mais dont on a découvert qu'elle existait
en partie sur le continent africain. Cette culture de la gestion de crise, bien sûr, on en parle beaucoup aussi ces dernières semaines concernant Israël. Que nous racontera à la fin de l'histoire l'exemple israélien confronté à la Covid-19? Bon, d'abord, Israël, petit pays, pardon, d'habitants, mais surtout très forte tradition militaire. C'est-à-dire que le principe d'Israël, c'est quand même au coup de sifflet bref, des réserves qui se mettent en place, un service militaire de 3 ans pour les hommes, de 2 ans pour les femmes, qui font qu'il y a une sorte d'habitude acquise dès le plus jeune âge pour l'action collective et militaire. Et en ce sens, il y a quelque chose de très particulier, de très spécifique à Israël, qui, à mon avis, explique le succès de la campagne vaccinale. Est-ce que vous êtes déjà capable d'identifier ou de lister des modifications conséquentes qui vont s'opérer à l'intérieur de ces États européens dans le monde d'après, à la fois dans le fonctionnement de la machine étatique, dans le fonctionnement de nos politiques économiques et j'allais dire dans le fonctionnement de nos sociétés? Ce qui est d'ores et déjà visible, c'est qu'on est passé, pour la France, d'une situation où on a vécu en état d'urgence sécuritaire après les attaques terroristes et on est désormais dans un état d'urgence sanitaire. C'est-à-dire qu'en fait, la notion d'état d'urgence est en train progressivement de s'instaurer d'une certaine manière. Et ça a des conséquences évidemment sur les libertés publiques et sur les libertés individuelles. À terme, je pense que l'envie d'en sortir, l'envie de retrouver une vie normale, fait que des choses qui nous semblaient impossibles en termes technologiques avant la crise le deviendront. Le simple fait de parler de passeport vaccinal ou passeport sanitaire selon les termes est un indicateur. Il y a des choses plus difficiles à apprécier, c'est le rapport aux frontières. C'est-à-dire que là aussi, il y a un certain nombre de tabous qui sont tombés. Oui, les pays européens ont fermé leurs frontières alors qu'ils étaient passés dans une logique sur laquelle c'était devenu quelque chose d'inenvisageable. Plus spécifiquement sur l'Union européenne, à la fin de l'histoire, quel sera le solde positif et le solde négatif de cette gestion de crise de l'UE? Effectivement, la rapidité de la réaction est quand même à noter. C'est-à-dire que quand on regarde la manière dont l'Union européenne a réagi à la crise de 2008, si elle a réagi à la crise sanitaire, il y a très clairement un progrès. Le plan de relance est quelque chose de très exceptionnel dans son ampleur et dans le changement de pied politique qu'il traduit. Maintenant, je reste prudent parce que le succès d'un plan de relance, il va évidemment se mesurer à sa mise en œuvre. Donc entre la déclaration d'intention et ensuite la diffusion des moyens financiers, c'est une question qui est aujourd'hui difficile à trancher. Et puis il y a effectivement la critique sur la campagne de vaccination et sa lenteur. Là, c'est effectivement un jugement beaucoup plus critique. Bon, mais je crois qu'il faut aussi se rendre compte de la complexité de ce que les autorités publiques ont à gérer, non pas pour les dédouaner, mais pour juste rappeler qu'il y a une forme d'impatience qui est très liée à l'instantanéité dans laquelle nous baignons et qui me semble d'une manière